Bienvenue dans ce nouveau chemin d'expat. Nous prenons immédiatement la route du Royaume-Uni où se trouve mon invité, Sami Amar. Bonjour. Bonjour. Tu vis au Royaume-Uni depuis 2005. Tu y arrives par le biais du programme Erasmus et puis tu prolonges ton séjour de l'Écosse où tu fais tes études. Ensuite, tu vas vivre à Londres où tu travailles actuellement pour une ONG, Save the Children. Tu es également conseiller des Français de l'étranger pour le Royaume-Uni, élu sur une liste du Parti socialiste. Alors, il y a une petite question là qui me vient lorsque je regarde ton parcours, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rester vivre au Royaume-Uni plutôt que de rentrer en France depuis 2005? Je pense que comme beaucoup d'expatriés français de longue durée, ça n'a pas été un choix conscient dès le départ. C'est-à-dire que c'est plutôt un enchaînement d'événements. Et au fil des années, on décide de continuer sa vie après un échange Erasmus ou après une expérience étudiante, on commence progressivement, peut-être même sans s'en rendre compte, à se construire une situation professionnelle, à se créer des réseaux, à intégrer un secteur, et puis ensuite à se créer une situation personnelle, à rencontrer un partenaire, à avoir des enfants, etc., etc. Et donc, plus on reste et plus le retour est compliqué. Voilà, il n'y a pas eu de choix conscient de ma part, mais plutôt un projet de vie qui s'est déroulé de façon un petit peu organique et qui m'a amené à rester au Royaume-Uni depuis maintenant 15 ans et j'entame ma 16e année. 16e année, j'entends bien, donc un enracinement, et on va connaître un petit peu plus de ton parcours. Je t'embarque dans mon questionnaire. Tu te souviens de la règle qui s'appelle pas un mot de plus. Je te pose une question, tu me réponds sur un mot pour mieux te connaître. Justement, quel est ton mot préféré? Diversité. Celui qui ne devrait pas exister. Islamo-gauchisme. Quel est le mot qui te définirait le mieux? Rêveur. On parlait de l'enracinement depuis une quinzaine d'années au Royaume-Uni, mais qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Ma famille et les Pims framboises. D'ailleurs, Samy, on ne l'a pas évoqué, mais tu as une double nationalité. Maintenant, tu es britannique et aussi français. Alors maintenant, tu serais plutôt Wellington ou Napoléon? Ni l'un ni l'autre. Jérémy, ni l'un ni l'autre. Tu as le droit à un joker, je te l'accorde. On ne peut pas parler du Royaume-Uni sans le Brexit. Est-ce que tu as un synonyme pour le mot Brexit? Suicide collectif ou vortex. 3 dernières questions, oui ou non, un peu plus basées sur la politique. Tu me réponds voilà, par l'affirmatif ou par la négative. Je rappelais tout à l'heure que tu étais militant de gauche. Alors, est-ce que Macron a tué la gauche? Non. On parle également en ce moment de la candidature de Ségolène Royal au poste de sénatrice des Français de l'étranger. Alors, est-ce qu'elle serait crédible dans ce poste-là? Non. Dernière question, est-ce que la fermeture des frontières est une réponse adaptée à la situation pandémique? Oui, avec un bémol. On C'est voit compliqué. que c'est compliqué. Ce qui a été compliqué aussi, c'est que c'est venu bousculer un autre agenda au Royaume-Uni, qui est celui du Brexit. Et je te propose d'en parler ensemble dans quelques instants. Avec plaisir. Samy, comme je le disais, on ne peut pas évoquer le Royaume-Uni sans parler du Brexit. Tu étais justement au Royaume-Uni au moment où le référendum s'est déroulé, en mai 2016. Lorsque tu connais les résultats, quel est ton ressenti ce jour-là? Ça a été un choc énorme dans la mesure où on s'y attendait vraiment pas et les intentions de vote et les sondages penchaient clairement vers un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc ça a été un choc lorsque les résultats sont tombés vers 5-6 heures du matin. Et puis je pense que ça a été un sentiment nouveau pour les ressortissants français au Royaume-Uni et plus largement pour tous les ressortissants européens qui ont peut-être découvert du jour au lendemain une espèce de sentiment sous-jacent et qu'ils n'avaient pas perçu jusque-là. Et qui fait qu'en fait, on avait le sentiment d'avoir été très bien accepté par une société ouverte qui nous avait offert des opportunités professionnelles, des parcours, des rencontres et qui nous avait fait confiance quelque part. Mais il y avait un sentiment sous-jacent partagé par manifestement 52% de la population britannique, hein, avec un taux de participation très, 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 très fort, Une de sorte rejet presque. une sorte de rupture de confiance, de rejet, donc d'inquiétude derrière. Et quelles ont été les principales préoccupations de nos compatriotes?
je dirais, à résumer, entre le moment où il y a ce référendum et puis l'accord qui a été signé au mois de décembre, en quelques mots, si tu peux nous donner, voilà, quelles étaient vraiment les inquiétudes et puis Mhm. quel a été votre rôle en tant qu'élu, Ouais. toi et puis les autres du conseil consulaire? Ouais, alors c'est compliqué de résumer 4 ans aussi mouvementés en quelques J'imagine. mots, parce que ça a été 4 ans extrêmement anxiogène pour les Français et Françaises, bien évidemment, entre autres, avec des rebondissements, des retournements de situation, des coups de théâtre. On ne savait pas où ça allait. Et donc, ce qu'on voulait avant tout, et ce que les gens voulaient, et les Français voulaient, c'était un petit peu de certitude, un petit peu de visibilité sur ce qui allait se passer. Donc ça, c'est la première chose. Ça, on n'en a pas eu du tout pendant 4 ans et demi. Ça a été le flou total. Alors ensuite, les préoccupations, elles se trouvaient à plusieurs niveaux. Je vais en citer 2 qui, à mon avis, ressortent, peut-être un petit peu plus que Mhm. les autres. La liberté de circulation, clairement, puisque les Français qui résident, au Royaume-Uni sont soit des gens qui sont enracinés ici, mais qui rentrent très souvent, soit des gens qui vivent un petit peu entre les 2 pays. Donc, la liberté de circulation est un droit, un acquis qui vraiment, aurait été extrêmement difficile à à digérer, voilà, si on nous l'avait enlevé, et on pourra peut-être revenir dessus parce qu'on a conservé une liberté de circulation, mais relative, et notamment sur les sujets sur les séjours, pardon, de longue durée, où là, il faudra des visas. Donc, des visas entre le Royaume-Uni et la France, c'est quelque chose de complètement fou. Si on nous avait dit ça il y a 5 ans, on C'est l'aurait assez pas fou. cru. Et tu parlais de visibilité, de manque de visibilité. Est-ce que dans cette période, vous avez quand même reçu un peu de soutien des autorités françaises, du gouvernement, ou même, j'ai envie de dire, peut-être des députés européens français qui étaient dans la négociation et qui pouvaient peut-être vous donner un certain nombre d'éléments ou vous consulter sur ces questions pour voir quelle serait une plus-value quelque part pour les Français résidents ou pas du tout? Alors, oui, de la part des postes consulaires, qui, je pense, ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et notamment, voilà, le poste consulaire, français au Royaume-Uni à Londres, qui a fait un gros travail d'information, et qui a partagé toute l'information qu'ils avaient, en fait, dans une période où on en avait très peu, et qui a mené une campagne, de sensibilisation sur l'importance du settled status, qui a été assez intense et bien menée. Donc voilà, je les remercie pour ça. En revanche, au niveau du politique, on n'a pas eu d'appui du tout, parce qu'au contraire, ils étaient sur une posture qui était celle de Macron, hein, et qui était celle quelque part de punir le Royaume-Uni pour avoir osé sortir de l'Union européenne. Et donc, on n'était pas sur une position qui cherchait à accommoder les 3 millions et quelques de ressortissants européens qui habitent au Royaume-Uni et qui, de fait, allaient être impactés directement. Donc, pas de soutien des politiques, mais l'administration, je pense, a fait ce qu'elle pouvait dans des circonstances quand même extrêmement difficiles. 3 millions d'Européens, tu me dis, est-ce qu'il y a 300 000 Français à peu près au Royaume-Uni, 10%, c'est ça? Probablement un peu moins. Moi, je tablerais Comment? plutôt sur 250 000, dont un peu plus de 140 000 sont inscrits au registre. D'accord. Est-ce qu'en deux exemples, si c'est possible, de nous donner concrètement ce qui va modifier la vie de nos compatriotes après le Brexit? Tu Alors, il y parlais a de la pas mal. liberté de circulation, Ouais. pardon, est-ce qu'il y a autre, voilà, deux choses de la vie de tous les jours aussi? Donc, on a parlé de la liberté de circulation. Il y a eu les échanges Erasmus, hein, dont moi j'ai bénéficié. C'est quelque chose dont les futures générations d'étudiants français ne pourront pas bénéficier au Royaume-Uni. Et donc, ça, Mhm. c'est une véritable régression. Ensuite, il y a les droits de douane. Envoyer quelque chose d'un côté comme de l'autre, dans un colis, ou se faire livrer quelque chose, bah, ça va coûter plus cher. Et il y aura certainement des choses qui ne seront plus disponibles d'un côté ou l'autre de la frontière. Il y aura aussi des problèmes au niveau de la transportabilité des droits de retraite, voilà, qui n'est pas inclus dans l'accord. Et donc, voilà, des choses très concrètes qui vont affecter la vie des gens au quotidien. Et c'est peut-être dans ça aussi que le rôle des conseillers des Français de l'étranger sera important. L'a été pendant la période Brexit, l'est encore maintenant avec les accords qui sont mis en place, et Mm. puis le seront dans l'avenir, dans les prochaines semaines, parce qu'il y aura toutes ces questions qui apparaîtront. Mais à travers aussi ce Brexit, et même s'il existe, est-ce que tu encouragerais les compatriotes, nos compatriotes, à venir s'installer au Royaume-Uni? Alors, oui, oui, parce que ça reste, voilà, ça reste un pays avec une culture, une histoire fabuleuse. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu à la fois l'effet du Brexit, qui de fait rend le Royaume-Uni et Londres moins attrayants que par le passé, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a une vraie barrière psychologique, hein. Lorsqu'on doit demander un visa de travail, tout de suite, ça crée une barrière psychologique.
Mais en plus de ça, il y a eu l'effet pandémie et l'effet Covid qui a eu un impact énorme sur ce qui fait de Londres, à mon sens, la plus belle ville du monde, la meilleure ville du monde. Toute sa scène artistique, les théâtres, la scène musicale, les comédies musicales, les pubs. Donc tous ces secteurs qui ont été tellement fortement touchés par la crise et on ne sait pas dans quelle mesure ils vont et avec quelle rapidité ils vont se rétablir. Donc je pense qu'il faut attendre encore 1 an ou 2 pour avoir une certitude à ce niveau-là. Mais voilà, j'espère que Londres va retrouver de sa superbe, bien évidemment. Que l'on retrouve de sa superbe. Écoute, on arrive déjà à la fin de ton chemin d'expat et dans la partie la rencontre virtuelle et en discutant avec toi, il y a quelques noms qui sont apparus dans notre échange, dont un qui est assez connu en Angleterre pour avoir fait quelque chose d'exceptionnel, entre guillemets, de ne pas courant, notamment lors d'une Coupe du Monde de football. Tu parlais du théâtre, mais il y a aussi le sport en Angleterre où le football a une place extrêmement importante. Et cet homme dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est Maradona. Et plutôt que de l'avoir en photo, je me suis dit que ça serait sympa de l'avoir en maillot. Voilà, donc Diego T'es avec nous équipé. aujourd'hui, équipé. Et j'ai même eu la chance un jour de le rencontrer. Et justement, si toi, tu avais l'occasion là, de l'avoir devant toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire et en quoi Diego Maradona a été important dans ton évolution? Ah, ce que j'aimerais lui dire, c'est déjà, est-ce qu'on peut se faire une petite brésilienne dans mon jardin? Ça me ferait très plaisir, ça serait un moment magique. Non, le parcours de Maradona est assez exceptionnel et moi, je ne mets personne sur un piédestal, y compris quelqu'un que j'admire, dont j'admire immensément le parcours. Mais sur le plan purement sportif, c'est quelqu'un qui non seulement a dominé son sport de façon incontestable pendant plus de 10 ans, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui a réussi à tirer par le haut des équipes qui, franchement, n'étaient pas les meilleures sélections de l'époque. Voilà, l'Argentine de 86, c'était pas la meilleure sélection du monde. Le Naples, où il est arrivé dans les années 80, c'était une petite équipe du bas de tableau qui avait rien gagné depuis un demi-siècle. Et par à la fois son talent, mais aussi son leadership, il a réussi à pousser ses coéquipiers à se transcender pour réaliser des choses exceptionnelles collectivement. Et moi, c'est cet aspect collectif voilà, qui m'importe. Et donc, je considère pour ces raisons que c'est non seulement le plus grand footballeur de tous les temps, mais peut-être même le plus grand sportif de tous les temps. Après, c'est quelque chose qui se débat, bien évidemment. Ça se débat, mais tirer vers le haut une équipe, il y a un véritable message derrière. Samy, on arrive au bout de ce chemin d'expat. Je voudrais te remercier pour cet échange convivial, très instructif, notamment sur la situation des Français au Brexit, au Royaume-Uni pardon, par rapport au Brexit, et puis aussi dans le rôle de tout ça, de tout ce qui est l'élu au milieu de ces questions, de ces interrogations et de ce que ces personnes-là peuvent aussi apporter à la population. Un grand, grand merci. On se retrouve prochainement pour un nouveau chemin d'expat. Je vous invite à consulter l'actualité sur lesfrançais.press. Et aujourd'hui, je pense, Samy, on va m'autoriser un anglicisme. Alors, je te dis bye bye et à très bientôt. À très bientôt et merci à toi. Merci.